Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Aujourd'hui, on va faire une analyse sectorielle ici du secteur du secteur du transport ferroviaire. Donc, vous avez sans doute reçu la newsletter en question. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter, vous avez le lien directement dans la description de chaque vidéo ici. Donc là, et directement, vous allez avoir accès à tous ces documents-ci. Donc, je vais lire directement ce document-ci. On va parler ici généralement de l'état des lieux actuel de ce secteur-ci. Donc, l'industrie ferroviaire ici continue de faire face à des difficultés. La demande a repris depuis l'été, mais le trafic total a diminué de 2,5% à la fin du mois d'octobre en raison du ralentissement du commerce international. Sur le plan des coûts, les chemins de fer sont toujours en pleine négociation avec un certain nombre de syndicats. Les compagnies ferroviaires ont également connu des problèmes liés au service, mais ont apporté quelques améliorations. Donc, en ce qui concerne la grève des travailleurs, un certain nombre de syndicats sont en négociation avec les compagnies ferroviaires au sujet de la rémunération et d'autres avantages. Donc, ce qui pourra entraîner ici une hausse des coûts, d'accord? Donc, beaucoup travaillent sans nouveau contrat depuis le début de la pandémie de Covid-19. Actuellement, 7 des 12 syndicats ont voté en faveur de la ratification d'un accord qui augmente les salaires et offre de meilleures conditions de travail. 2 syndicats ont voté contre l'accord et pourraient faire grève en cas d'échec des négociations. Bien que quelques syndicats n'aient pas encore accepté l'accord, il est peu probable qu'il y ait un arrêt de travail significatif étant donné les difficultés qu'il entraînerait pour toutes les parties prenantes. Donc, les syndicats n'ont pas intérêt à aller en grève et également ça pourrait ici, comment dire, éliminer un certain levier par rapport à leur négociation ici. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut savoir que les syndicats pèsent énormément dans ce secteur-ci, d'accord? Si les syndicats ne sont pas contents, il y a de grandes chances qu'il y ait des problèmes au niveau du service et on va le voir tantôt tout à l'heure. Donc, enfin, pas tout à l'heure, mais dans certaines entreprises ici, parce qu'on va faire des analyses individuelles également, mais ça, ce sera une autre vidéo ici, parce que dans ce document-ci, on va également parler des entreprises qui sont intéressantes dans le secteur, parce que toutes les entreprises ne sont pas intéressantes. Intéressantes pour moi, ce sont généralement celles qui ont un avantage compétitif et celles qui ont un historique ici, un passif ici à peu près correct. Donc, en termes de perspective, la demande de transport de véhicules automobiles devrait connaître une croissance, mais la faiblesse du marché du logement nuira à la demande d'autres marchandises. Il faut savoir ici que les compagnies ferroviaires ici sont essentiellement des transporteurs. D'accord? Donc, on peut transporter de l'automobile, on peut transporter ici des produits issus de l'agriculture, on peut transporter ici des produits issus du bois, etc. Donc, les marchés finaux ici sont parfois et sont généralement la construction, le secteur automobile, le secteur agricole, le secteur minier. D'accord? Donc, c'est un impact. C'est vraiment un 360. Quand le secteur ferroviaire ne va pas bien, le secteur des chemins de fer ne va pas bien, c'est généralement parce que l'économie en général a déjà commencé à montrer des signes de faiblesse. Donc, il faut faire attention ici. Les activités manufacturières en Chine, en Europe et aux États-Unis ont ralenti. Les niveaux de confiance des consommateurs et des petites entreprises n'ont jamais été aussi bas. De nombreux détaillants ont effectué leurs achats plus tôt dans l'année et disposent maintenant de stocks supérieurs à leur disposition. Vous avez sans doute vu ici la plupart du temps, quand on a analysé les compagnies de manière individuelle, celles qui exercent dans le secteur ici manufacturier, vous allez voir ici, ou bien le secteur du commerce au détail, vous allez voir ici qu'il y a certaines ici ont des stocks assez élevés. C'est même pas une situation qui a uniquement lieu aux États-Unis, mais également en France. On a parlé de SEB Group par exemple. Donc, on a énormément de stocks présentement. Donc, quand on a trop de stocks, on doit faire des soldes ici pour pouvoir déstocker rapidement. Mais également, est-ce que la poche du consommateur est toujours aussi profonde? Point d'interrogation, surtout quand on a un ralentissement économique et que tout paraît à peu près cher aujourd'hui. En fait, les expéditions de conteneurs maritimes de la Chine vers les États-Unis ont chuté pour revenir au niveau de 2019. Les tarifs d'expédition et de transport routier ont également fortement diminué. Il faut savoir que l'alternative, quand on dit ici tarif d'expédition, c'est généralement par rapport au port, donc par rapport au secteur maritime et également pour le transport routier, c'est par rapport au camionnage, etc. Donc, le spread entre les obligations du Trésor américain à 10 ans et les obligations du Trésor à 2 ans est maintenant des plus négatifs. Donc, quand on dit le spread, c'est à peu près l'écart entre les deux. Donc, l'écart ici, c'est-à-dire quand on prend les obligations du Trésor à 10 ans et les obligations du Trésor à 2 ans, la différence ici doit à peu près généralement être positive. Quand on a un élément négatif, ça veut dire que les obligations à 2 ans
ont des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Or, c'est un mauvais signe en termes d'économie. Ça veut dire que les investisseurs ont de moins en moins confiance à votre capacité de rembourser à long terme. Donc, ils préfèrent vous prêter de l'argent ici à des taux d'intérêt plus élevés à court terme. Donc, ce qui n'est pas un bon signe. Et ça, on ne l'a pas vu depuis avril 2000. Donc, quand vous pouvez aller regarder ici sur Coifin, par exemple, c'est une information qu'on vous donne généralement. Je pense que vous pouvez retrouver ça ici. Donc, on va juste faire ça rapidement. On fait ça. Je vais regarder ici au niveau de Yield Curve. D'accord? Donc, quand on reprend Yield Curve ici, je vais chercher les États-Unis directement, donc USA, United States ici. Donc, je prends le 10 et 2 ans, 10 vs 2 ans. Donc, ça nous donne quoi ici? Vous voyez qu'on a un effet négatif, c'est-à-dire que les taux d'intérêt à 2 ans les taux d'intérêt à 2 ans sont plus élevés que les taux d'intérêt à 1 an, à 10 ans plutôt, ok? Parce que c'est 10 moins 2. Enfin, 10 ans moins 2, le 10 ans moins le 2 ans. Donc, vous voyez voir ici que sur les 10 dernières années, enfin, depuis qu'on a ces informations, si c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis très, très longtemps. Et la dernière fois, ça date des années 2000, littéralement. Donc, c'est déjà un très mauvais signe. Donc, on continue ici. Ça signe, c'est généralement quand ça arrive comme ça veut dire que les taux, c'est un signe ici d'une récession à venir, d'accord? C'est un signe, ok? Vous pouvez le voir ici qu'on l'a eu également aux environs de la période de 2019 ici à 2020, d'accord? Donc le mini crack qu'on a eu ici, le signe annonciateur, c'était déjà à ce niveau-ci. Et encore, on n'avait pas d'un taux d'intérêt négatif. Donc faites très très attention au rebond actuel. Ok, ça peut être un piège. Donc, on continue. De toute façon, on n'est pas là pour timer le marché. L'essentiel ici, c'est qu'on reste prudent par rapport aux informations actuelles. On se concentre uniquement sur la qualité et on sélectionne uniquement les entreprises qui sont extrêmement sous-évaluées et qui pourraient offrir un potentiel de croissance assez élevé par rapport aux risques qu'on prend ici aujourd'hui. Et on néglige totalement les entreprises qui sont très, très, très endettées. Ok, donc, on continue ici. Donc, cet indicateur, donc, avril 2012, ce qui a été un indicateur relativement fiable qu'une récession pourrait être plus proche. De plus, les données sur l'emploi aux États-Unis ont été largement positives et l'inflation reste élevée, ce qui garantit que la Réserve fédérale devrait continuer à se montrer plus favorable aux hausses de taux d'intérêt parce que le tissu économique, techniquement, va très très bien. Donc, tant que ça va un tout petit peu bien, on se dit qu'on a encore une marge de manœuvre. En somme, les perspectives sont défavorables aux valeurs industrielles pour les prochains trimestres. Donc, par rapport à la dynamique de l'industrie, le secteur ferroviaire ici continue de présenter une résistance relativement meilleure que les autres valeurs industrielles dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale. Ces sociétés disposent d'avantages compétitifs en matière de réglementation et d'un important pouvoir de fixation. Vous ne vous levez pas le matin pour aller bâtir un chemin de fer. Non, pas du tout. C'est un monopole ici réglementé. C'est un monopole naturel. On va le dire à la fin de la journée. Enfin, ça ne sera pas un monopole naturel. Techniquement, quand vous avez des routes de chemin de fer, il n'y a pas de concurrence dessus. C'est pour ça que c'est un secteur qui m'intéresse grandement. Mais on va le voir ici que c'est un secteur, voilà, pour avoir des opportunités, il faut être extrêmement patient. Les entreprises ferroviaires sont chargées de transporter des marchandises essentielles et des matières dangereuses. C'est sans doute la raison pour laquelle elles ont généralement un avantage compétitif et en matière de réglementation. Donc, ce secteur a enregistré en moyenne des gains de prix annuels d'un peu moins de 6% entre 2004 et 2019. Quand on dit gain de prix annuel d'un peu moins de 6%, ça veut dire ici qu'augmentation en termes de pricing power, donc augmentation des prix année après année de manière en moyenne entre 2004 et 2019. Par conséquent, les actions ferroviaires ont des attributs plus proches de ceux des services publics que les actions industrielles cycliques typiques, d'accord? Donc, c'est pas une compagnie, c'est pas un secteur industriel typique. Donc, ici, on est plus proche ici des secteurs, des utilities, donc c'est en tout cas, entre parenthèses, service essentiel, d'accord? C'est pour ça, enfin, en termes de comportement, donc on peut voir ici que ce genre d'entreprise, si je regarde bien, peut avoir un bêta très peu élevé. Donc, je vais juste prendre ici un exemple. Est-ce que je vais essayer de regarder ça ici? Où est-ce que je vais voir l'information ici? Bêta, est-ce qu'il me donne ça ici? Alors, ça ne me donne pas l'information, mais de toutes les façons, c'est pas grave. Donc, on se rapproche plus des utilities ici, c'est l'essentiel. Donc, il est important de comprendre. Donc, c'est-à-dire que quand on dit qu'on se rapproche plus des services publics, ça veut dire que les opportunités sont très, très rares. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Il faut être à l'affût des opportunités d'investissement dans ce segment-ci. Une fois que vous arrivez à choper une entreprise à un prix intéressant ici, vous pouvez le garder pendant très, très, très longtemps.
parce qu'il y a de fortes chances que l'entreprise continue à marger énormément. Donc, il est important de comprendre que le cycle économique et les il est important de comprendre le cycle économique et les valorisations. Le secteur ferroviaire se négocie toujours autour de 19 fois les prévisions des bénéfices de 2023. Quand on prend la moyenne ici des entreprises ici que j'ai pris en considération dans cette moyenne-ci, par conséquent, le secteur n'est pas bon marché. En plus, il est probable que les estimations des bénéfices des analystes commenceront à baisser d'ici 2023 parce que pour le moment, à mon avis, c'est juste comme ça, à mon avis, par rapport à ce que moi je vois sur le plan macroéconomique ici, on est un tout petit peu très optimiste encore ici. D'accord? Lors d'une récession typique, les bénéfices du S&P 500 ont en moyenne chuté 25% par rapport à l'année précédente. Dans certains cas, les sociétés ferroviaires ici ont connu des chutes brutales de l'ordre de 20 à 30% de leurs bénéfices au cours de la période 2000 à 2002 et de 2007 à 2009. Donc c'est toujours bien d'aller voir à peu près qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais ça ne veut pas dire que ça va se passer de la même façon ici, mais ça donne à peu près une indication ici de ce à quoi pourraient ressembler les bénéfices d'une compagnie qui exerce dans ce segment d'activité-là. Donc ça va aller dans le même sens que l'économie en général. Les perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2023 devraient être revues à la baisse en raison de la faible croissance des volumes, de l'affaiblissement des prix et de la hausse des coûts de main-d'œuvre. Vous avez vu ici, notamment par rapport aux négociations avec les syndicats, ce n'est pas facile. Donc, on aura une hausse des coûts de main-d'œuvre ici. Et ces entreprises également n'ont pas le choix que d'embaucher. Parce qu'elles ont fait une erreur au niveau. Quand il y avait la période de la pandémie ici, elles ont enfin, pas licencié, mais elles ont mis fin à certains contrats de travail ici. Et elles ont eu du mal à réembaucher à nouveau. Donc, c'est assez compliqué dans ce secteur-là. Ce qui a eu notamment des problèmes, ce qui a entraîné notamment des problèmes au niveau des différents services. D'accord? Donc, quand on dit le service ici, c'est-à-dire que la ponctualité, la vitesse des trains, etc. D'accord? Donc, la ponctualité ainsi que le délai de temps passé dans les terminaux, etc. Donc, les compagnies ferroviaires canadiennes devraient relativement mieux résister, notamment grâce à leur activité liée à l'agriculture. Donc, même en période difficile, on a besoin de manger. Donc, sans doute, les compagnies canadiennes pourraient mieux s'en sortir ici. Donc, quand on parle de compagnies canadiennes ici, on va en parler tantôt de manière individuelle. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont les compagnies qui sont les mieux, voilà, qui ont qui sont les plus attractives en date d'aujourd'hui. Mais quand on prend tout le secteur ici, voilà, c'est celles qui vont le moins souffrir, entre parenthèses. En conclusion, bien que chaque cycle économique soit différent, les sociétés ferroviaires ont rarement été négociées en dessous de 10 fois les bénéfices au cours des 22 dernières années. La dernière fois étant en 2008. Les multiples coûts bénéfices ont atteint 26 fois les bénéfices en 2020 et sont restés élevés en 2021. Donc, la position prudente que j'ai adoptée à l'égard des fabricants de wagons est peut-être précoce. Mais en cas de ralentissement économique, ces actions seront confrontées à des baisses plus marquées. Quand je parle ici des entreprises fabricantes de wagons, il faut savoir que dans ce secteur-ci, quand on parle du secteur ferroviaire, il faut distinguer les compagnies de chemin de fer. D'accord? Donc, ceux qui détiennent ici les routes de chemin de fer, les rails, etc., les wagons, etc. Il faut distinguer également ceux qui louent les wagons, d'accord? Et les voitures, comment on appelle encore ça? J'ai oublié le nom ici. En tout cas, il y a ceux qui louent les différents wagons également ici. Et il y a ceux qui s'occupent ici pas de la maintenance, mais ceux qui s'occupent ici de fournir les pièces détachées, etc. Donc, chacun ici se comporte de différentes manières, dépendamment du cycle. Quand on a un cycle de dépenses élevé ici, on aura tendance à acheter beaucoup de pièces détachées, etc., de nouveaux wagons, etc. Mais quand on a un ralentissement des cycles ici, c'est peut-être le service après-vente qui pourrait fonctionner pour les équipementiers. Donc, il faut faire très attention, il faut savoir dans ce segment d'activité-ci, qui fait quoi. C'est très important. Donc, on va notamment en parler tantôt tout à l'heure. Donc, par rapport aux fabricants de wagons ici, vous allez voir pourquoi est-ce que je ne les ai pas pris dans la liste que je vais vous donner tantôt. Donc, mais en cas de ralentissement économique, ces actions seront confrontées à des baisses plus marquées. Ces actions sont des petites capitalisations qui ne bénéficient pas du même soutien institutionnel que les sociétés ferroviaires. Comme toujours, il est recommandé aux investisseurs d'examiner chaque rapport sur les entreprises. Donc, notamment, quand je parle des entreprises qui sont dans le secteur des fabricants, qui fabriquent des wagons, par exemple, la liste que j'ai donnée ici, Canadian National Railway, c'est une compagnie ferroviaire. D'accord? Donc, elle détient des lignes de chemin de fer. Canadian Pacific Railway Limited, également compagnie ferroviaire qui détient également des lignes de chemin de fer. Et le nom l'indique, ce sont les deux entreprises canadiennes ici. OK? Vous avez également CSX,
D'accord, j'ai déjà envoyé l'analyse également sur par rapport à CSX dans la newsletter. Vous avez également Norfolk Southern. J'ai également envoyé l'analyse par rapport à cette compagnie-ci dans la newsletter. Donc, vous aurez sans doute une vidéo tantôt par rapport à l'évaluation. Vous avez également Union Pacific et Wabtec. Donc, quand on parle ici de Union, Norfolk, CSX, Canadian Pacific Railways, Canadian National Railways, ce sont les entreprises qui sont présentement publics, d'accord, donc cotés sur le marché boursier ici, qui sont publics et qui détiennent des lignes de chemin de fer. Parce que également, par exemple, si vous regardez la compagnie de le conglomérat de Warren Buffett, dont Berkshire Hathaway, il détient une compagnie ferroviaire qui rapporte beaucoup d'argent, d'accord. Donc, et en dernier lieu ici, on a Wabtec Corporation. Donc Wabtec ici, c'est un fournisseur d'équipements. Donc notamment, lui, il gagne beaucoup d'argent quand les entreprises dépensent en termes pour s'équiper en termes de wagons, etc. Et il gagne également beaucoup d'argent quand les entreprises, ces différentes entreprises, ils veulent faire la maintenance. OK? Et la maintenance est très importante. Donc, dépendamment du cycle, elles gagnent de l'argent. Donc moi, j'aime bien Wabtec. Mais il y a des entreprises que je n'ai juste pas citées ici, qui sont les loueurs de wagons. D'accord, les loueurs ou les fabricants de wagons, comme vous voulez. Donc, on les appelle, on a ici Green Brier, d'accord, je vais vous donner ici le nom, c'est Green Brier, d'accord, Green Brier Company. Et vous allez voir pourquoi est-ce que cette compagnie-ci ne m'a pas intéressé du tout. Donc, je vous ai mis dans la liste ici les compagnies qui sont intéressantes, selon moi. Je peux peut-être oublier certaines, mais par rapport à Green Brier, jamais de la vie, je vais la mettre dans la liste ici. Parce qu'ici, on se focalise uniquement sur les entreprises qualitatives. Et je vais vous montrer uniquement deux ratios ici, même pas deux ratios, deux éléments ici qui prouvent que l'entreprise n'a rien d'intéressant. Déjà, regardez ceci. Ça, c'est le net income, ça, c'est le free cash flow. Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. On n'a rien d'extraordinaire ici, rien de stable. Donc, parfois, on gagne beaucoup d'argent, parfois, on gagne presque rien du tout. Qu'est-ce que je vais faire avec ce genre de compagnie-là? Je ne vais rien faire avec ça. Il y a Green Brier ici. On pourrait également ajouter GATX. D'accord? GATX. Donc, je ferme ça et je descends ici. 1, 2, 3. Donc, GATX ici, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, pour GATX également, c'est la même chose. Donc, je vais juste remettre sur un autre graphique ici. Donc, ici, on ne gagne pas d'argent. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer cela. C'est bien rouge. Donc, cette entreprise n'a jamais eu de free cash flow. GATX n'a jamais eu de free cash flow. Les net income sont là, mais il n'y a pas de free cash flow. Comment est-ce qu'on arrive à s'autofinancer? Vous l'avez deviné, soit on augmente le nombre d'actions, soit on prend de la dette. D'accord? Il n'y a pas de magie par rapport à ça. OK? Donc, vous pouvez voir ici. Alors, mais il faut également regarder une chose. Sur ce genre d'entreprise-ci, il est souvent important. Donc, vous voyez ici qu'on a augmenté le nombre d'actions, on a augmenté la dette ici pour racheter les actions. C'est fou, hein? Pour racheter des actions, ça n'a pas de sens. On rachète des actions, en même temps on s'autofinance. Ça n'a pas de sens. Donc GATX, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser. Maintenant, je pourrais ajouter une autre entreprise qu'on appelle Trinity. Trinity ici. Trinity également industrie, c'est un loueur, etc. Donc vous pouvez aller regarder ça ici, loueur, fabricant de wagons ici. Qu'est-ce que vous constatez? Notamment par rapport à Trinity, la dette nette augmente, d'accord? Le net income ici, en dents de scie, les free cash flow, en dents de scie. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, je n'ai pas privilégié ces entreprises-là. Les entreprises que j'ai privilégiées, par exemple, c'est CNI, Canadian National Railway. D'accord? Vous pouvez voir que Canadian National Railway ici, voilà, le comportement de l'entreprise, l'entreprise a un bon comportement sur le plan financier ici. Donc, je vous ai toujours dit que l'historique ici est importante parce que ça vous donne à peu près à quoi ressemble l'ADN même de la compagnie. Donc, si une entreprise est qualitative, sur les 5-10 dernières années, il y a de fortes chances qu'elle le reste dans les années à venir. OK? Donc, quand vous regardez ceci, on a toujours eu des free cash flow. Toujours. Et s'il vous plaît, c'est croissant année après année. Et ça, je n'ai même pas parlé ici de la partie qu'on pourrait peut-être mentionner au niveau du gross margin ici. Je vous ai dit que le prix ici, le pricing power augmente de 6% année après année. Bon, quand on dit le pricing power, elles augmentent les prix en moyenne de 6% année après année. Ça se voit au niveau de la marge brute. Directement. La marge brute, sur le premier niveau, vous pouvez voir le pricing power. Quand vous voyez une entreprise qui a des marges brutes qui augmentent de plus en plus, il y a un pricing power quelque part. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici de l'analyse individuelle des différentes compagnies. Si de toute façon, vous l'aurez de manière individuelle, je vous enverrai d'abord le document pour pouvoir le lire. Et le document, après ça, je vais pouvoir faire l'analyse ici. Donc, celles qui vont suivre, on va faire l'analyse ici des compagnies comme
Canadian National, Canadian Pacific, CSX, Norfolk, Union Pacific et Wabtec. Vous avez reçu ici l'analyse concernant Wabtec, Norfolk Southern, CSX, et vous allez sans doute recevoir dans quelques jours Union Pacific, Canadian Pacific et Canadian National Railway. D'accord? Ceci n'est que mon avis. Ok, je dis ceci, ça c'est un secteur qui m'intéresse énormément, mais je sais également qu'il faut être très patient dans ce secteur d'activité-ci. Donc, pour moi, les entreprises intéressantes pour ce secteur, les voici. Ok, maintenant, vous pouvez commencer à faire vos propres devoirs à ce niveau. Donc, juste pour moi ici, pour ceux qui veulent avoir accès à ce document-ci, il est totalement gratuit dans la newsletter. Donc, vous avez juste à suivre le lien dans la description de chaque vidéo ici. D'accord? Donc, comme celle-ci ou bien celle que vous allez voir présentement. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et on va continuer à faire à peu près un suivi du secteur ferroviaire ici. Donc, moi, j'aime bien ce secteur-là. J'aime bien ce secteur-là parce qu'il y a à peu près un monopole que moi, je caractérise ici, un monopole naturel. Il n'y a pas de concurrence dans ce secteur-là. Une fois que tu as ta ligne, tu as ta ligne. L'essentiel maintenant, c'est d'être le plus efficient possible. D'accord? Parce que si l'autre augmente les prix, toi également, tu augmentes le prix. Et chacun ici a à peu près ses avantages comme ses inconvénients. Il y en a certains ici qui sont très liés au secteur agricole. Il y a d'autres qui sont très liés au secteur ici minier. Il y a d'autres qui sont très liés ici au lieu d'exportation ici par rapport à l'automobile, etc. Donc, il faut faire attention. Chacun de ces tics ici est différent, mais ils ont tous une chose en commun ici, c'est qu'ils ont un monopole ici qui est à peu près réglementaire et en face ici naturel. Ok? Donc, on va se donner ici rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.